L'intervention s'intitule « Les musulmans face à la question de l'égalité homme-femme ». J'ai choisi d'introduire dans le titre le terme « face » pour souligner la difficulté qu'il y a quand on est musulman, quand on est pratiquant, à nous retrouver, je parle des musulmans en général, les musulmans qui sont pratiquants évidemment, à se retrouver devant la question de l'égalité femme-homme, c'est-à-dire à l'aborder, à la penser ou à la respecter, comme quand on est en France, où la règle de l'égalité homme-femme est inscrite dans la loi. Je parle de difficultés par rapport à ce que j'ai vu évidemment dans mon entourage et dans mes travaux. Cette difficulté, je l'ai constatée au niveau des États, comme par exemple l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte. Ces quatre pays qui, dans leur constitution, stipulent qu'il y a une égalité homme-femme et que l'État donc doit normalement respecter l'égalité homme-femme. Cependant, quand il s'agit des relations familiales, c'est aux lois de l'islam que ces pays se réfèrent. Et ces lois de la charia ou ces lois de l'islam, nous les avons entendues tout à l'heure dans cette conférence précédente. Donc c'est des lois qui se fondent sur le principe de l'inégalité. Donc les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes droits. La question que je me pose, si ces pays musulmans ne sont pas d'accord pour le principe de l'égalité entre les hommes et les femmes, pourquoi ils le précisent dans leur constitution? Pourquoi cette contradiction? Cette contradiction signifie, en tout cas à mon avis, qu'il y a une ambiguïté, une difficulté, on ne veut pas refuser l'égalité, on veut donner l'image d'être un pays moderne. D'ailleurs, c'est ce qu'ils disent tous dans le préambule de leur constitution. Ils ont l'objectif de construire un pays moderne, et l'égalité homme-femme fait partie de la modernité. Mais en même temps, on ne veut pas de cette égalité parce qu'on veut rester des pays musulmans, donc conservateurs. On constate aussi cette difficulté dans le comportement des individus. Les individus, on peut constater deux formes de comportement par rapport à la question de l'égalité femmes-hommes. Ceux qui refusent cette égalité, d'ailleurs ils deviennent même certains violents quand on parle d'égalité homme-femme devant eux, ils prennent ça comme comment dirais-je, une hérésie. Ils deviennent même agressifs, mais j'ai vu des hommes, des papas, qui ont été toujours contre l'égalité, contre que la femme puisse, ou les femmes puissent avoir les mêmes droits qu'eux, mais très malheureux de voir que leur fille n'a pas les mêmes droits que son mari. Là, on voit cette ambiguïté aussi, cette contradiction. Est-ce qu'ils aiment l'égalité homme-femme ou pas? On voit aussi cette contradiction, cette ambiguïté dans le comportement de ceux qui se disent non, on ne refuse pas l'égalité homme-femme, bien au contraire, on l'accepte. Ce sont souvent des musulmans qui vivent en Occident, en France, ils respectent parfaitement les lois de la République, mais ils racontent aussi qu'ils sont tiraillés par la peur de ne pas être de bons musulmans. Donc, on voit là que la question de l'égalité, elle n'est ni refusée ni acceptée, je dirais, elle n'est pas tout simplement réglée. Elle n'est pas tout simplement réglée, j'utilise cette expression parce que cette question a déjà été posée dans l'histoire de la pensée musulmane contemporaine et je dirais dans la période qu'on appelle la période de la Nahda. Nahda est un terme arabe qui signifie pas qu'on traduit souvent par renaissance. Donc elle a été posée au moment de la Renaissance et cette Renaissance s'étale selon les historiens du 19e siècle à la fin de la première moitié du 20e siècle, même si certains parlent du 18e siècle. Donc elle s'étale, disons, de la fin du 18e siècle à la fin du 20e siècle. La fin de la première moitié du 20e siècle. Donc, c'est
période de la Nahda a été portée par des intellectuels, des politiciens, dont la plupart ont suivi des études en France ou en Occident, mais surtout en France. Ils sont rentrés dans leur pays et portaient en eux, quand ils sont rentrés dans leur pays, toutes ces valeurs nouvelles qu'ils ont découvertes en Occident. Les droits humains, l'égalité, la liberté, les concepts nouveaux, la laïcité, la république, la constitution, la démocratie. Et ils ont déduit une chose, que le retard de leur pays est dû au fait qu'ils n'ont pas adopté ces nouvelles valeurs, donc cette nouvelle civilisation. Donc ils avaient le projet de moderniser leur pays. Et c'était un projet de réforme globale, c'est-à-dire qui touchait tous les domaines, notamment le domaine littéraire, linguistique, le domaine social et le domaine politique. C'est à ce moment-là que le mouvement féministe est né dans le monde musulman, dans le monde arabe et au Maghreb. Je dis le monde arabe parce que ce mouvement de la réforme, la Nahda, est porté aussi par des chrétiens arabes, des juifs arabes et pas seulement par des musulmans. Donc le mouvement féministe est né lorsque ces réformistes de la Nahda ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas réformer leur pays s'ils ne changeaient pas la situation de la femme, qui était désastreuse au début du XIXe siècle. Les femmes étaient enfermées à la maison, elles étaient soumises au système de la claustration et elles étaient exclues de toute vie sociale, politique et intellectuelle. Donc pour ces intellectuels et ces réformistes, il était impossible de réformer leur société, de leur permettre de sortir de leur sous-développement si la moitié de la société ne participait pas au développement du pays. Et donc, ils ont commencé à parler de la situation de la femme, mais il y avait aussi ceux qui étaient tout simplement très imprégnés par les nouvelles valeurs, notamment l'égalité, la liberté, et pour eux, il était inadmissible d'accepter cette situation de la femme quand on est démocrate, quand on est pour les droits humains, etc. C'est-à-dire qu'ils ont regardé le problème sur un plan philosophique et un plan humain. Donc, ils se sont confrontés à cette question de la condition de la femme et c'est comme ça que le mouvement féministe est né. Et je voulais, juste avant d'aller plus loin, de rappeler que ce mouvement de la Nahda avait comme objectif de sortir leur pays de leur sous-développement et de leur permettre de rejoindre la civilisation moderne. C'est important. Permettre à ces sociétés de rejoindre la civilisation moderne. Et quand on dit la civilisation moderne, elle est portée évidemment par l'Occident. Et à l'époque, la question qui était posée, c'était pourquoi sommes-nous en retard et pourquoi l'Occident est-il avancé? Cette question nous donne une idée claire de l'image qu'avait l'Occident à l'époque. Pour ces musulmans, c'était une image très positive. L'Occident avançait. Donc, il y avait cette envie de ressembler à cet Occident, c'était le modèle à suivre. Donc le mouvement féministe est né à ce moment-là, et en arabe, les arabophones ont inventé un mot qui s'appelle nisa'iyat pour désigner le féminisme dans la langue arabe. Cependant, ce terme nisa'iyat n'a pas beaucoup été utilisé. On lui a préféré des expressions comme la liberté de la femme, l'émancipation de la femme, l'égalité en femme. Je pense que ces écrivains de cette époque-là ont pensé tout simplement que ces expressions interpellaient davantage le public arabophone et personnellement, je pense qu'ils avaient parfaitement raison. Donc, ils ont utilisé ces expressions qu'on retrouve dans beaucoup de titres de livres, même si le terme nisa'iyat a été utilisé comme l'écrivaine égyptienne Malak Hifni Nazif, qui a utilisé ce terme comme titre de son livre. Et je crois qu'elle l'a publié en 1909, quelque chose comme ça, donc au début du siècle. Donc, ils ont plutôt choisi ou préféré ces expressions et ils ont travaillé, ils ont mené leur combat sur deux fronts différents.
Donc c'était un féminisme qui menait un combat sur deux fronts différents, un front, je dirais, à l'extérieur de l'islam et un front à l'intérieur de l'islam. C'est-à-dire, il y avait ceux qui revendiquaient le droit à la femme de s'émanciper, d'avoir ses droits et tout, mais sur un plan philosophique, social, politique seulement. Pour eux, ils pensaient que le problème de la femme était lié à l'islam, c'est évident, mais ils ne voulaient pas l'aborder au sein de l'islam, car l'aborder au sein de l'islam, c'est-à-dire ne jamais s'en sortir. Donc pour aller vers une solution plus rapide, il fallait séparer la politique de la religion et aller vers d'autres terrains de réflexion, le terrain de la laïcité, de la démocratie, de l'égalité, etc. Donc un domaine hors de la religion. Peut-être celui que je peux citer dans ce cas, c'est Atatürk. Atatürk a décidé de séparer la politique de la religion et c'est ainsi qu'il a instauré l'égalité homme-femme. Rapidement d'ailleurs. Et certains en Tunisie, des écrivains qui ont réclamé la séparation de la politique et de la religion, c'est-à-dire la laïcité, pour aller rapidement vers l'émancipation de la femme et des sociétés musulmanes. Certains de ces penseurs, de ces écrivains ou de ces féministes, femmes et hommes, mais il y avait plus d'hommes au XIXe siècle, certains avaient mené leur combat à l'extérieur de l'islam, mais n'ont pas hésité à utiliser des références quand même parfois à l'islam pour dire quand même cette émancipation de la femme n'est pas contradictoire à l'islam, sans toutefois faire un travail sur les textes. Donc il reste un travail, une recherche à l'extérieur de l'islam. Je peux comprendre, quand on vit dans une telle société, il est difficile d'avoir une légitimité si on nous considère comme étant avoir un discours contradictoire à l'islam. Et je peux citer dans ce contexte Huda al-Sha'rawi, qui est la figure de proue du féminisme arabe au début du XXe siècle, qui a inscrit son combat au sein du féminisme international, universel, laïque, démocrate, mais quand même, parfois, dans ses écrits, elle dit dans notre combat, on n'est pas contre l'islam. Le deuxième combat est celui qui a été mené par des féministes au sein de l'islam. Ceux-là pensaient que le problème de la femme, de la condition désastreuse de la femme à l'époque, était lié à la religion musulmane et qu'il fallait mener le combat au sein de l'islam. Et c'était la seule manière de le régler. Et nous avons des femmes et des hommes. Des femmes, je peux citer une, Aïcha Taïmour, qui a vécu surtout à la fin du XIXe siècle. Et je citerai aussi le plus connu, Tahar al-Haddad, le Tunisien, qui est mort en 1935. Donc les deux ont travaillé sur les textes. Tahar al-Haddad a essayé de réinterpréter les textes pour remédier, donc résoudre cette condition de la femme, pour montrer qu'on peut, même au sein de l'islam, avoir une autre condition pour la femme, émanciper la femme, lui reconnaître plus de droits. Donc, une chose importante, c'est que tous ces penseurs soulignaient une chose, que l'islam n'était pas responsable de cette condition désastreuse de la femme, mais les interprétations erronées de l'islam. Donc, nous avons un mouvement féministe qui est né au sein de la Nahda. La Nahda avait comme projet de permettre aux sociétés musulmanes de rejoindre la civilisation occidentale. Donc, le féminisme avait aussi l'objectif de permettre à la femme musulmane d'entrer dans l'ère de la modernité, donc en quelque sorte suivre le modèle de la femme occidentale, sans aucune culpabilité ni complexe. Et ce mouvement féministe, une partie est inscrite directement dans le mouvement de la Nahda, qui est un mouvement plutôt de réforme politique, sociale, culturelle, et l'autre est inscrite dans le mouvement de la réforme de l'islam, qui lui-même aussi est né au sein de la Nahda à cette époque-là. Et c'est un mouvement de réforme de l'islam qui avait comme objectif de permettre à l'islam d'être plus compatible à la civilisation occidentale. Donc on voit que
donc à ce moment-là, n'est pas vu comme quelque chose de négatif, mais bien au contraire. Et donc, le mouvement du féminisme de cette époque-là, quand on se penche dessus, on réalise une chose, c'est que ces féministes-là ont plutôt revendiqué l'émancipation de la femme davantage que l'égalité femmes-hommes. Il y a une différence entre l'émancipation de la femme et l'égalité homme-femme. L'émancipation de la femme, c'est que la femme puisse sortir, aller à l'école, travailler, ne pas porter le voile, mais avoir les mêmes droits que l'homme, c'est autre chose. Et la majorité de ces féministes justifiaient cette émancipation de la femme comme une condition nécessaire pour le développement de la société. Donc c'est une émancipation de la femme pour la société, pas pour elle-même, pour la société. Et c'était à l'époque, disons, un peu peut-être légitime, étant donné le conservatisme était très fort. Mais quand même, c'est un point à souligner. Les conservateurs étaient là, évidemment, ils refusaient la Nahda, ils refusaient la réforme de l'islam dans le sens que le concevaient ces réformistes. Ils étaient aussi contre l'émancipation de la femme, mais pas tous les conservateurs. Certains, on les trouve un peu à cheval entre les deux. Et ceux qui étaient un peu à cheval entre les deux, ils tenaient un discours, oui, pour l'émancipation de la femme, mais pas pour une femme qui va se promener dans les marchés. Mais pour qu'elle aille à l'école, etc., mais pas pour qu'elle se promène dans les marchés. Pour ceux qui connaissent un peu la littérature arabe, Hafid Ibrahim, qui est un poète égyptien, il dit dans un de ses poèmes clairement, on veut une femme émancipée qui nous permette de développer la société, et on ne veut pas une femme qui se promène dans les marchés. On ne veut pas une femme qui sorte de la maison sans autorisation. Donc c'était une émancipation quand même assez encadrée, avec plein de conditions. Quant à l'égalité homme-femme, quand on arrive aux années 50, la majorité des pays musulmans ont entériné l'idée de l'émancipation de la femme, c'est-à-dire ne pas porter le voile, aller à l'école, travailler. Donc l'idée de l'émancipation était entérinée pratiquement. C'est pour ça que Nasser rigolait à l'époque, parce que l'idée était déjà là, mais pas l'égalité homme-femme. Tous ces pays-là qui ont construit des États, disons entre la fin du 19e siècle jusqu'aux années 60, ont tous inscrit dans leur constitution et dans leur loi, pas la constitution, mais surtout dans leur loi, les inégalités hommes-femmes. Donc, ils se sont référés à la charia, et la charia, c'est l'inégalité homme-femme. Donc, on a accepté l'émancipation, mais pas l'égalité. L'égalité homme-femme reste encore aujourd'hui une question épineuse. Elle n'est pas encore réglée. Vers les années 1950, le mouvement de la Nahda connaît un échec. L'échec du mouvement de la Nahda qui est dû à plusieurs raisons. Je citerai juste deux de ces raisons. L'une, c'est la riposte des conservateurs. L'autre, ce sont les problèmes politiques et géopolitiques. L'abolition du califat en 1924, la création d'Israël en 1948, la défaite des pays arabes dans les guerres de 1969 et 1973. Tous ces événements ont blessé les musulmans, notamment, je dirais que les musulmans étaient tous un peu conservateurs, même s'il y avait beaucoup qui se sont affranchis des traditions, mais ça reste une société conservatrice, et quand ça touche l'islam, c'est encore, évidemment, ça fait encore plus mal. Donc il y avait ce sentiment d'être humilié, et les conservateurs ont utilisé cette occasion pour dire aux populations, si vous êtes humiliés, c'est à cause des modernistes, parce que vous êtes sortis de votre religion, parce que vous n'avez pas respecté l'islam. Revenons à l'islam, revenons à nos traditions, on sera fort. Ce n'est pas en sortant de la religion que nous serons forts.
les conservateurs ont gagné du terrain rapidement. Ils ont commencé à se constituer disons, groupe militant politique en 1928 avec la création de la confrérie des frères musulmans. Donc on est de 1928 jusqu'à la fin de la première moitié du XXe siècle. Il y a déjà pratiquement 30 ans où ces islamistes ont bien travaillé sur le terrain. Donc le mouvement de la Nahda connaît un échec. Avec cet échec, il y a eu l'échec des féministes qui voulaient que la femme musulmane ressemble ou rejoigne la civilisation moderne. Avec eux, il y a eu l'échec du mouvement de la réforme de l'islam qui voulait que l'islam soit compatible avec les valeurs de la modernité. Cela ne veut pas dire que le mouvement féministe a disparu, mais soit il a pris un autre tournant, soit il est né un autre féminisme, mais dans d'autres conditions. L'important, c'est qu'à partir des années 70, on assiste à la montée d'un autre féminisme qui se présente comme étant le féminisme islamique. Vous avez tous peut-être entendu parler du féminisme islamique. Le féminisme islamique est porté surtout par des femmes. Parce que si le féminisme du 19e siècle était plus porté par des hommes, car les femmes à l'époque n'ont pas fait vraiment des études, elles n'étaient pas prêtes pour mener ce combat, même si le début du 20e siècle, il y a eu beaucoup de femmes. Il y a eu aussi des femmes à la fin du 19e siècle, mais il y avait plus d'hommes. Le féminisme islamique est porté plus par des femmes. Des femmes qui sont universitaires, des médecins, des ingénieurs, etc. C'est un féminisme parce qu'elle dénonce les inégalités en femmes, donc les discriminations envers les femmes, et elle revendique l'égalité en femmes. Donc c'est un mouvement féministe. Pourquoi alors le qualificatif de islamique? Et pour répondre à cette question, j'ai une réponse de Asma Al-Marabat, que vous connaissez peut-être, qui est une Marocaine, elle est médecin, elle est féministe islamique. Et elle nous dit, donc, elle nous donne la définition de l'islamisme, le féminisme islamique. Elle nous dit que c'est un féminisme qui est de et par l'islam et à partir des références islamiques. Donc c'est un féminisme qui est encadré par l'islam. Il n'agit, il ne œuvre, il ne milite qu'au sein de l'islam, pas en dehors. Ça, c'est la première caractéristique du féminisme islamique. La deuxième caractéristique du féminisme islamique, c'est que c'est un féminisme qui s'oppose à l'Occident. On n'est plus dans le féminisme du 19e siècle, qui voulait que la femme musulmane entre dans l'ère de la modernité, et la modernité était représentée par l'Occident, mais le féminisme qui s'oppose à un féminisme, soi-disant, emporté de l'Occident. Avant de continuer, j'aimerais ouvrir juste une petite parenthèse. C'est que dans les pays musulmans, je donne l'Algérie comme exemple, jusqu'aux années 70, la femme qui ne portait pas le voile, qui travaillait, qui sortait, qui travaillait, qui allait à l'université, on l'appelait une femme civilisée. En arabe ou en kabyle, on disait une femme civilisée. Donc, ne pas porter le voile était considéré comme appartenir à la civilisation. Après les années 80, c'est devenu une femme qui se dévoile. Et donc Zahra Ali, vous connaissez peut-être, qui est une autre féministe islamique française d'origine irakienne, nous dit, elle dit le féminisme islamique s'attaque vigoureusement je cite, à la prétention du féminisme colonial à déterminer pour les femmes du Sud les modalités de leur émancipation. Donc, ce sont des féministes qui rejettent l'Occident. Mais elles ne rejettent pas la modernité. La preuve qu'elles réclament l'égalité femmes-hommes.
et l'égalité est une valeur de la modernité, comme nous dit Tocqueville. La passion de la modernité appartient aux démocraties modernes. Donc, elles ne rejettent pas la modernité, mais elles veulent qu'elle soit une modernité inscrite au sein de l'islam. Donc, pour elles, on ne veut pas d'un féminisme qui soit imposé de l'Occident. Elle parle, c'est un peu curieux parce qu'elle parle du Sud et du Nord, mais elle vit en Occident. Normalement, elle fait partie des femmes du Nord. Mais l'essentiel, ce que je voudrais dire au sujet de ce féminisme islamique, c'est que ce féminisme s'inscrit dans un autre mouvement plus large que moi j'appelle le modernisme islamique. Je dis moi j'appelle parce que je crains que vous ne le trouviez pas ailleurs sur Internet, etc. Donc c'est moi-même, je lui ai donné ce nom, le modernisme islamique. Ce mouvement, il est aujourd'hui défendu par beaucoup de musulmans. Ce sont des gens qui réclament le fait qu'ils ne sont pas contre la modernité, au contraire. Donc ils sont pour la modernité, mais ils sont pour une modernité inscrite aussi au sein de l'islam. La modernité dans tous les domaines, mais inscrite au sein de l'islam. Parmi les noms les plus connus de cette modernité islamique, Mohamed Chahrour, qui est mort récemment. Toute la presse a parlé de Mohamed Chahrour quand il est mort, il y a peut-être 2 mois. Même la presse française, tout le monde l'a présenté comme un grand réformateur. En réalité, Mohamed Chahrour, c'est un peu le père de tout ce mouvement moderniste islamique dont s'inscrit le féminisme islamique. Il considère que les musulmans, ils ont tout dans l'islam pour être une population moderne au sens propre du mot, mais tout est dans l'islam. Donc on n'a pas besoin, en tant que musulmans, d'aller chercher des solutions en dehors de l'islam, étant donné que tout est dans l'islam. Dans l'islam, où exactement? Parce que quand on parle de l'islam, c'est très vaste. Quel islam? Eh bien, les textes coraniques, ces féministes islamiques et ces modernistes islamiques ne reconnaissent que les textes coraniques. Ils refusent tout le travail qui a été fait par les premiers musulmans, auxquels s'attachent énormément les traditionalistes qu'on appelle les salafistes d'une manière générale, qui pensent que le travail des premiers musulmans est sacré. Cela, non. Le travail des premiers musulmans n'est pas sacré. Donc là, il y a la différence entre eux et les autres, conservateurs, islamistes. C'est pour ça qu'on les prend pour des modernistes, pour des réformateurs. Mais toujours au sein de l'islam. Ce féminisme islamique, comme ce modernisme islamique, se fonde sur 2 principes importants. Le premier, mais je parlerai que du féminisme évidemment, le premier, c'est que dans les textes coraniques, il n'y a aucune discrimination envers les femmes. Donc, il n'y a pas de discrimination dans le Coran envers les femmes. J'ai une citation de Asma, le Marabat, qui nous dit « Rien dans les textes coraniques ne peut justifier ou cautionner une quelconque discrimination envers les femmes. » Ok. J'ai une autre citation d'une femme qui s'appelle Asma Barsla, qui est une pakistano-américaine, qui nous dit « Je conteste la tendance à vouloir trouver dans les textes l'origine de l'inégalité entre les sexes, de l'oppression et du patriarcat. » Donc pour ces féministes islamiques, il n'y a aucune discrimination envers les femmes dans les textes coraniques. Le deuxième principe, comme pour les modernistes islamiques, il n'y a rien dans les textes qui nous empêche d'être modernes, au contraire. Donc, le deuxième principe, c'est que cette égalité s'est réalisée pendant la période prophétique. Donc, pendant la période du prophète, cette égalité a été réalisée. Il n'y avait pas de discrimination envers les femmes.
D'où vient donc la discrimination? Elle vient des interprétations patriarcales, erronées, mauvaises des textes coraniques et non pas des textes eux-mêmes. Donc pour ces féministes islamiques, comme pour tous ces modernistes islamiques, y compris Mohamed Chahrour, tous les problèmes viennent d'une interprétation erronée des textes, mais pas des textes. Donc le travail maintenant de ces modernistes islamiques, de ces féministes islamiques, ils se fondent dans leur travail tous sur la même méthode, la réinterprétation des textes. Étant donné que le problème vient de l'interprétation, donc on va réinterpréter. Donc pour eux, la solution, c'est la réinterprétation. On va réinterpréter les textes. Ce qui est marrant quand on écoute M. Mohamed Chahrour, il va, tous les mots, il va vous dire, en fait, vous avez mal compris. Les mots que vous pensez dire ça, en fait, ils disent cela. Mais vous sortez après, oui, réellement la vérité, pourquoi ça veut dire ceci et non pas cela, c'est un peu difficile à sortir avec une idée claire de son discours. Les féministes islamiques tiennent elles ont la même méthode, le même discours. Vous pensez qu'il y a des inégalités parce que vous avez mal compris. Vous avez mal compris les mots qui sont utilisés dans les textes. J'ai pour vous une citation de Margot Badran. Elle nous dit, au sujet de cette interprétation, nouvelle interprétation, elle nous dit, je cite, « Elle confirme de manière convaincante la présence de l'égalité homme-femme dans le Coran. » Donc elle dit, on va refaire l'interprétation des textes, on va vous confirmer qu'il y a une égalité dans les textes et non pas une inégalité. Et évidemment, comme ce sont des femmes instruites, elles vont essayer évidemment de réinterpréter certains textes. Et j'ai pour vous un verset que cette Margot Badran a essayé de réinterpréter, mais finalement, elle s'est inspirée du travail de Aïcha Taïmour de la fin du 19e siècle. C'est le verset 34 de la Sourate 4, les femmes. Un verset très problématique, étant donné qu'il dit, je cite le verset, les hommes ont une qawama. Qawama est un mot arabe qui est souvent traduit, pas souvent, qui est traduit par autorité. Donc les hommes ont une qawama, donc les hommes ont une autorité. Je continue le verset. Les hommes ont une autorité sur les femmes en raison des privilèges que Dieu accorde à certains par rapport à d'autres. Et en raison des biens qu'ils dépensent pour elles. Alors, je ne lis pas tout le verset, je m'arrête là. Donc, pour Margot Badran, elle dit, au fait, vous avez mal compris le terme qawama. Il ne veut pas dire l'autorité. Il veut dire que l'homme doit subvenir aux besoins de la femme. Au moment où celle-ci porte les enfants ou s'occupe de ses enfants en bas âge. C'est-à-dire au moment où elle est dans une situation de vulnérabilité, où elle ne peut pas travailler elle-même. Donc l'homme doit s'occuper d'elle. Et elle continue, ce qui est intéressant, quand le verset nous dit, donc les hommes ont une qawama sur les femmes en raison des privilèges que Dieu a accordés à certains par rapport à d'autres. Elle dit quant aux privilèges, en fait le Coran fait allusion à la part de l'héritage de l'homme qui est égale au double de celle de la femme. Et elle nous explique, finalement cette part d'héritage est méritée parce que l'homme s'occupe de la femme quand elle a des enfants et qu'elle s'occupe des enfants et qu'elle ne peut pas travailler. Mais je lis, je me dis, mais elle est où cette égalité? Quelle est la différence entre ce discours et le discours des conservateurs qui justifie les inégalités dans le partage successoral par, soi-disant, l'homme qui a la responsabilité financière de la famille et non pas la femme.
C'est-à-dire, elles se présentent comme des féministes, mais en réalité, elles confirment le discours des conservateurs. Elle est où l'égalité, d'une part? Et d'autre part, je préfère le discours des conservateurs personnellement. Pourquoi? Au moins, ils s'occupent de la femme jusqu'à la fin de sa vie. Mais là, elle nous dit que lorsqu'elle a des enfants, c'est-à-dire au-delà où, quand elle n'a plus d'enfants, ou que si elle n'a pas d'enfants, elle a la moitié de l'héritage et encore personne ne s'occupe d'elle. C'est encore pire. Et d'autre part, je me demande si l'homme, avoir le double de l'héritage est justifié par le fait qu'il s'occupe de la femme quand elle a des petits-enfants et qu'elle s'occupe des enfants. Mais alors la femme, elle n'est pas toute sa vie mère. Elle ne fait pas toute sa vie des enfants. Et quand elle ne fait plus d'enfants, est-ce que l'homme s'occupe d'elle? Ou est-ce qu'on va repartager les biens? On va refaire le partage de l'héritage? Donc là est une question à laquelle, bien sûr, elles ne répondent pas. Et je vais faire vite. J'ai un autre verset, mais je ne peux pas vous le lire, donc je vais passer juste à la conclusion. Donc ce qu'on déduit, que finalement le discours des féministes islamiques est un discours qui n'apporte pas de réponse fiable à la question de l'égalité homme-femme. Et je rajouterai juste une petite chose, surtout quand elles disent « notre interprétation est une interprétation féminine ». Là aussi, qu'est-ce que ça veut dire? On aura une interprétation masculine et une interprétation féminine. Pensez-vous qu'on va régler le problème de cette manière-là? L'interprétation, elle n'est ni féminine ni masculine. Quant à moi-même, ce que je pense de l'égalité, de ce problème, je le dirai en deux idées très vite. La première, pour moi, il n'y a pas d'autre solution que la séparation de la politique et de la religion. Donc la laïcité, c'est un moyen rapide, comme ils l'ont dit les premiers du 19e siècle, pour aller vers cette égalité. Mais je ne pense pas qu'elle soit suffisante. Et j'ai démontré tout à l'heure qu'elle n'était pas suffisante. Certains musulmans acceptent l'égalité, mais ils sont tiraillés à l'intérieur par rapport à leur religion. Dans ce cas, le travail au sein de l'islam, à mon avis, est nécessaire. Comment le faire, par contre? Il ne suffit pas de dire il faut réformer l'islam ou il faut travailler au sein de l'islam. Les féministes islamiques travaillent au sein de l'islam, mais on n'est pas du tout d'accord sur la façon de travailler. Pour moi, une façon de travailler toute simple et toute claire. Le Coran s'inscrit dans son contexte historique. Aujourd'hui, on est dans un autre contexte. On a des versets qui répondaient au contexte du 7e siècle, qui ne répondent plus à nos valeurs aujourd'hui. Ces versets-là, qui, surtout là où les discriminations sont inscrites, il faut tout simplement les abolir. C'est-à-dire déclarer qu'ils sont abrogés et qu'ils ne sont plus valables aujourd'hui. L'abrogation de versets coraniques, c'est-à-dire déclarer qu'ils ne sont plus applicables. J'en ai parlé beaucoup dans des articles que vous pouvez trouver sur mon site. Certains, quand je parle de l'abrogation, considèrent cela comme quelque chose de très grave. Pas du tout. Les musulmans ont déjà abrogé plusieurs versets coraniques, comme tous les versets qui se rapportent à l'esclavage, qui sont en tout à peu près 25 versets. Ils ont aboli l'esclavage, ils ont déclaré que ces versets ne sont plus applicables. Ils ont abrogé le verset qui parle du châtiment de la main coupée. Ils ont bien abrogé le verset qui autorise la consommation du vin. Donc il y a des versets qui ont été déclarés obsolètes et ils les ont abrogés. Et c'est connu dans la littérature de la pensée musulmane par deux principes, al-nasir ou al-mansour, l'abrogé et l'abrogeur. Si c'est possible, pourquoi pas pour les inégalités dont souffrent les femmes? Parce que ces inégalités répondent au pouvoir des hommes sur les femmes et les hommes ne veulent pas perdre leur pouvoir sur les femmes. Donc c'est plus une question de pouvoir des hommes sur les femmes que de religion en elle-même, parce que la religion, on peut déclarer un verset obsolète et l'abroger. Merci de votre attention.